On continue d'en parler avec Marc Pierini, chercheur à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, spécialiste de la Turquie. Bonjour. Sur le plan Bonjour. diplomatique, la Turquie semble jouer un rôle important hier à Ankara et à Istanbul aujourd'hui. Quel peut être réellement le rôle de la Turquie? Alors, pour le moment, c'est un gros coup médiatique pour la Turquie. Vous avez montré les images d'une réunion Ukraine-États-Unis présidée par la Turquie, donc deux drapeaux turcs qui sont à l'image maintenant. Et il y a l'autre image de la réunion qui est en cours il y a un moment avec deux drapeaux turcs, deux drapeaux ukrainiens, deux drapeaux russes. Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit généralement chez vous et sur les chaînes concurrentes, ce n'est pas une médiation, parce qu'en diplomatie, une médiation, le médiateur fait des propositions, après avoir consulté les autres parties, de compromis. Ce n'est pas du tout le cas. La Turquie, aujourd'hui, est un facilitateur, ce qui est déjà une très grande chose, et ce qui, bien sûr, est au bénéfice du président Erdogan. Comme on le sait, les discussions sont extrêmement difficiles, notamment parce que la Russie, depuis plus de 3 ans, est dans une position de double immunité. Elle a une immunité politique, puisqu'elle a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc elle ne sera jamais condamnée pour cette invasion de l'Ukraine, et elle a une immunité militaire, puisqu'elle menace régulièrement, voire à demi-mot, d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Donc, c'est une discussion qui est extrêmement difficile. Par ailleurs, les États-Unis ont en quelque sorte torpillé la réunion depuis hier avec le président et le secrétaire d'État qui disent il ne va rien se passer parce que Trump n'est pas là, parce que je ne suis pas là, dit Trump. Donc, c'est un premier essai qui a sa valeur, ne le négligeons pas, car ça fait peut-être la première fois, ce sera peut-être la première fois que des discussions sérieuses sur des modalités concrètes de cessez-le-feu et de garanties pour l'avenir vont être discutées. Vous disiez qu'Erdogan était un facilitateur, mais est-ce qu'il peut réellement tenir une position d'équilibre? Alors, la position du président turc a toujours été de se mettre à mi-distance entre la Russie et l'OTAN. Bien, c'est bien de le dire, mais ça ne facilite pas son rôle parce que on ne voit aucune raison pour laquelle Vladimir Poutine ferait la paix sous l'égide d'un chef d'État qui appartient à l'OTAN. Donc ça, c'est une première limitation. La deuxième chose, c'est que l'opération russe en Ukraine, elle est ce qu'elle est vis-à-vis de Zelensky, vis-à-vis de la Crimée, du Donbass, etc. Mais elle est aussi, plus largement, une opération dirigée militairement contre l'OTAN et politiquement contre l'Union européenne, voire contre la coalition des volontaires. Donc, il y a un degré d'hostilité à la paix de la part de Moscou qui est considérable et qui ne peut pas se régler simplement parce que les partis sont réunis aujourd'hui à un niveau intermédiaire à Istanbul. Alors, on verra plus tard si les chefs d'État veulent se réunir. Mais il est clair que à la fois Poutine et Trump veulent être autour de la même table. On ne sait pas où ça se passera. Ça se passera un jour, on ne sait pas quand. Mais la Turquie, vous l'avez rappelé, est membre de l'OTAN. Erdogan joue sa partition. Quels sont ses rapports avec Donald Trump à Erdogan? Alors, d'après les déclarations même les plus récentes de Donald Trump ou celles faites durant son premier mandat à la Maison-Blanche, il s'aime bien. Trump a un faible pour les autocrates, pour les durs en politique, donc ça ne change pas. Mais en même temps, Trump change de position très facilement, quitte à se contredire le lendemain, donc ce n'est pas un terrain très stable pour la Turquie. L'avantage pour la Turquie aujourd'hui, c'est que, premièrement, tout cela se passe en Turquie. C'est donc un déluge d'images et de commentaires dans une mise en scène qui est strictement contrôlée par le ministère des Affaires étrangères turc. Donc, c'est à son profit, notamment dans un pays où l'information est bien sûr strictement contrôlée, comme chacun sait. Donc, c'est à son profit politiquement sur la scène intérieure, pendant que la répression vis-à-vis de la presse, de la société civile,
des juges, etc., se poursuit, et surtout pendant que les possibles candidats à une élection présidentielle, donc Imamoglu en prison, Mansour Yavaş, le maire d'Ankara, menacé de plusieurs affaires judiciaires et de prison, le président du parti Özel, du principal parti d'opposition Özel, lui-même menacé. Donc, il y a une situation politique et économique très complexe, très difficile pour Erdogan, et donc il y a une sorte d'effet d'occultation de ces problèmes intérieurs, à la fois vis-à-vis de l'opinion publique turque et des partenaires occidentaux, à travers ces réunions. Ah, donc c'est une aubaine pour le président turc. On voit les images de la rencontre hier entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président turc. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est dit sur quoi a débouché cette rencontre? Ah, j'aimerais bien en savoir plus que vous. C'est extrêmement difficile parce que le président turc a toujours soutenu l'Ukraine, a toujours soutenu l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine, mais en même temps n'a pris aucune sanction contre la Russie et a même facilité l'exportation de pétrole russe à travers un transit du brut russe par des raffineries turques possédées par les Russes, etc. etc. Donc, il n'est pas complètement du côté occidental dans cette affaire. C'est une position d'équilibre, comme on l'appelle à Ankara. C'est quelquefois de l'équilibrisme, parce que c'est extrêmement compliqué à maintenir, mais dans des jours comme aujourd'hui, où il y a une discussion diplomatique relativement secondaire, mais qui néanmoins prend place, et qui prend place en Turquie, il y a toujours un petit bénéfice. Par ailleurs, la réunion que vous montrez à l'image maintenant, Erdogan avec Zelensky, elle s'est passée, elle, à Ankara. Elle ne coûte rien à la Turquie. On y discute de paix, on y discute de concessions, mais ça n'a pas d'influence directe sur la négociation. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit également, il y a eu la réunion à Antalya des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, donc une autre façon de mettre en scène tout cela. Et il y a aujourd'hui à Tirana, en Albanie, la réunion de la communauté politique européenne à laquelle la Turquie et l'Ukraine participent. Donc, on voit bien que quel que soit l'angle que l'on prend pour observer cette chorégraphie complexe entre l'Ukraine et la Russie, la Turquie peut être présente à peu près à chaque fois. Restera à voir quelle sera sa véritable position le jour où il faudra renforcer les armements de l'Ukraine, donner des garanties militaires maritimes, aériennes, terrestres à l'Ukraine. Et là, ce sera là le vrai test pour la Turquie. Et dans ce jeu diplomatique en cours en Turquie, est-ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne marque pas quand même un point contre Vladimir Poutine? Il a fait une offre spectaculaire. Je vais à Istanbul et je vais en Turquie en tout cas, et je vous y attends. Il savait très bien que le président russe ne viendrait pas. Les Russes, hier, ont fait savoir avec la brutalité habituelle de leur communiqué qu'ils n'iraient pas voir un raté et un clown. Bon, donc c'est pas comme ça que la négociation va se jouer. On sait très bien que Poutine ne veut pas discuter du tout avec Zelensky. Il ne le fera que si le président Trump l'impose, d'une part par sa présence, à lui, Trump, et en imposant la présence de Zelensky dans une réunion qui se passera on ne sait où. Mais c'est comme ça que ça se passe. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au moment où nous parlons, des avions de l'OTAN sont en train de surveiller l'espace aérien roumain et de diriger des avions de combat qu'on ne voit pas sur les sites publics, mais qui sont là, et qu'il y a aussi un avion de l'OTAN qui fait le tour sans arrêt tous les jours de l'enclave de Kaliningrad. Donc, l'OTAN, les États-Unis jouent leur rôle dans la surveillance et dans l'appui aux forces ukrainiennes. Cela continue. Donc, ce n'est pas aussi désespéré que ce que l'on a pu croire
au mois de mars lors de la tristement célèbre altercation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Dernière question, Marc Pierini, rapidement s'il vous plaît. Cette volonté affichée justement par Vladimir Poutine de gagner du temps pour poursuivre la guerre, est-ce qu'elle peut provoquer un changement d'attitude de Washington vis-à-vis de Moscou? Bien difficile à dire, mais il est clair que Poutine joue sur les nerfs de Trump, qui, comme on le sait, comme il le sait très bien, aime bien les décisions rapides, les coups médiatiques. Donc, il y a ce risque, effectivement. Mais au même moment, Poutine n'a pas intérêt aujourd'hui à faire la paix, parce que tout retard signifie une usure technique, militaire et morale de l'Ukraine, alors que du côté de Moscou, il peut y avoir 100 000 morts, 200 000 morts, peu importe, ça ne compte pas dans le calcul russe. Et si vous parlez à des Russes, comme je le faisais il y a quelques années à propos d'autres sujets, qui était la Syrie à ce moment-là, oui, vous dites il y a X centaines de milliers de morts en Syrie. Vous savez, nous, on en a eu 20 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors quoi? Donc, il y a cette différence phénoménale de culture politique. Et puis, il y a pour Poutine l'avantage que Trump a déjà donné un certain nombre de concessions hâtives dès les premières semaines de sa présidence. Donc, pour le moment, Poutine est plutôt sur du velours, ou presque, sachant néanmoins que cette guerre finit par user l'économie russe. Merci infiniment, Marc Pierini, pour votre analyse sur France 24. Merci à vous.